L'intelligence artificielle promet de transformer les métiers, les compétences, le travail, les décisions. Dans le secteur de la tech, on a 30% de femmes. 30. Mais une question continue de nous déranger. Est-ce qu'elle va ouvrir la voie à plus de mixité ? Clairement, je suis pas d'accord. Ah mais moi j'ai pas du tout l'impression que l'IA est une menace. Les assistants virtuels ont souvent une voix de femme. Le risque, c'est donc d'alimenter un stéréotype de genre tenace, celui de la femme objet. Est-ce que, au contraire, elle va accentuer davantage les inégalités ? Le prochain token, ça va être un token féminin si on parle de ménage. Je suis pas d'accord avec toi, c'est pas vierge. Grok retire sa robe. L'IA, programmée par des hommes à près de 90%. En vrai, je vois pas trop pourquoi c'est fait pour C'est des de la hommes. data. Je veux juste ajouter une toute petite nuance à ce que tu dis parce qu'il y a une intention. Si on inclut plus de femmes dans la conception de ces technologies, on a plus de chances que les technologies fonctionnent pour les femmes. Dans la tech, à qui on pense ? On va penser à Steve Jobs, on va penser à Mark Zuckerberg. Citez-moi quelqu'un, un rôle modèle au féminin. Et bien là, on est un peu plus embêté. Est-ce que l'IA est coupable de sexisme ? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui dans ce premier épisode du podcast. Je suis Mallory Gombo, je suis référente IA à la mêlée et je suis indépendante experte IA chef d'entreprise dans le domaine. L'IA va-t-elle supprimer les femmes de la tech avant même qu'elles n'y trouvent leur place ? Pas d'accord. Pas d'accord. L'IA est-elle par nature misogyne ? Pas d'accord. Pas d'accord. Une femme a-t-elle plus de chances de réussir si elle est évaluée par une IA plutôt qu'un humain ? Pas d'accord. Pas d'accord. Je suis Charlène Jongui, je suis la déléguée générale de Femmes at Numérique, qui est une fondation et une association pour la féminisation des métiers du numérique. Faut-il imposer des quotas de femmes dans les équipes qui entraînent les IA ? Elle est difficile celle-là. Moi je vais dire d'accord mais pour des mauvaises raisons. Middle, d'accord. Je suis Yann Gabé, je suis un cofondateur de Origami qui forme les futurs expertes et experts du domaine et je suis aussi administrateur de la mêlée et co-animateur de la commission IA. Ok, intéressant. Donc, vous avez l'air d'être sur la même longueur d'onde, mais je pense qu'il y aura des nuances quand même qui vont arriver dans le débat qu'on va pouvoir aborder. Donc, on revient sur la première question. L'IA va-t-elle supprimer les femmes de la tech avant même qu'elles n'y trouvent leur place ? C'est parti pour la séquence débat. Yann, si tu veux commencer à t'exprimer sur cette question. Le vrai sujet, c'est qu'aujourd'hui, dans le numérique, déjà, il n'y a pas de place de femmes, en fait. Donc, c'est 24% aujourd'hui de femmes dans le secteur. Donc, la vraie question, c'est justement de créer ces places-là. Pas de savoir si ça va aggraver la situation, en fait. La vraie question, c'est de savoir est-ce que ça peut tourner le truc. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est vrai que si on continue dans la direction où on va aujourd'hui, clairement, c'est ce qui va se passer. Mais l'opportunité, elle est aussi énorme parce que c'est un secteur sur lequel personne n'est réellement aujourd'hui expert, en tout cas de l'IA telle qu'on l'utilise aujourd'hui dans ce domaine-là. Et donc, il y a une opportunité énorme pour creuser, pour remplir le fossé et pour finalement accélérer l'intégration d'un public plus féminin dans ce secteur-là. Si je prends le monde du code, aujourd'hui, c'est grillé. Le code est masculin et en fait, rentrer dans le monde du code quand on est une femme, c'est un challenge. Et c'est un challenge d'y rester après aussi parce que ça reste un univers qui reste très masculin. L'IA, tout est à faire, tout est à construire. Donc, je dirais qu'on a encore un terrain vierge. C'est le Far West. Donc, il faut en profiter. Donc, faisons un Far West rempli de Calamity Jane, j'ai envie de dire, et avançons dans cette direction-là. Voilà. Je suis pas exactement alignée avec toi. Ça va pas du tout supprimer la place des femmes, puisqu'en fait, elles n'en ont pas. Tu dis 24%, c'est vrai, mais dans le secteur. Donc, elles font de la com, du juridique, des RH. Elles sont 12% dans le technique, à peine. En fait, le problème de l'IA, je suis pas d'accord avec toi, c'est pas vierge. Il y a plein de métiers qu'on connaît pas, mais en fait, elle a déjà nourri par des biais algorithmiques sociétaux qui sont assez importants. Et on sait qu'il y a 44% aujourd'hui des réponses IA qui sont biaisées au niveau du genre, que les femmes... En fait, c'est vraiment une révolution. Nous, chez Femmes à Numérique, c'est ce qu'on dit, c'est vraiment une révolution civilisationnelle. C'est comme si... les femmes ne s'emparaient pas, je sais pas, d'un alphabet. Et donc, du coup, l'idée, bien sûr qu'il va y avoir des opportunités pour qu'elles viennent et il faut leur donner envie de venir, mais le problème de l'IA, c'est qu'elle est construite par
80%, 90% par les hommes, donc elle est faite pour les hommes. C'est pas une question de méchanceté, c'est pas une question de on veut pas qu'il y ait des femmes, etc. C'est juste un fait. Quand on construit quelque chose, il est fait par quelqu'un, donc il y a bien sûr des angles morts qu'on voit pas. Et je pense que le gros sujet de l'IA, c'est celui-ci. C'est celui de bien sûr qu'il va y avoir des opportunités, bien sûr qu'on ne connaît pas plein de métiers qui vont arriver, mais de fait, l'IA est déjà genrée. Alors, j'entends et je pense que, on ne peut pas contredire ce que tu dis sur l'ensemble des faits. Il y a des genres, il y a des biais, etc. Je crois qu'on va en parler après d'ailleurs. Mais quand je dis que le territoire est vierge, moi je l'observe dans nos formations. Ça fait 2 ans qu'on forme des gens en reconversion sur les métiers de l'IA et du no-code. On a autant d'hommes que de femmes qui postulent parce que justement, quand on parle d'IA et de no-code, il n'y a pas ce frein, on va dire, ça va être technique, ça va être etc. Et donc, plus naturellement, on va avoir des publics féminins qui vont venir et se dire, tiens, en fait, est-ce que pour moi, c'est pas une opportunité justement d'aller sur un territoire d'innovation, etc. Et c'est dommage parce que normalement, elle devrait aller quand même vers un territoire technique, mais les faits sont là et j'y peux rien. Je fais pas je fais pas les préjugés. Sinon, ce serait mieux, je crois. Et donc, du coup, ce qu'on voit, c'est que malgré tout, ça permet d'avoir plus de femmes qui utilisent ces outils. Et aujourd'hui, tu dis les outils sont faits par des hommes pour des hommes. Aujourd'hui, je pense que utiliser Claude Code ou N8N avec un mode agentique ou je sais pas, en vrai, je vois pas trop pourquoi c'est fait pour des hommes. C'est la data. En fait, c'est pas une question d'être fait pour les hommes. Je veux dire, c'est une question de data. C'est-à-dire que l'IA, c'est que ça répète, c'est un perroquet. Ouais. Donc, ça ancre les biais. Moi, j'avais une question pour vous. Comme on parle vraiment de la place de la femme dans ces métiers, aujourd'hui, on dit que l'IA va automatiser beaucoup de tâches du style les tâches d'entrée, les tâches support, Q&A, data entry, qui sont souvent des portes d'entrée justement pour les femmes dans la tech. Mais si ces postes sont automatisés, est-ce qu'il n'y a pas une question qui se pose aussi là-dessus quand on dit que c'est une opportunité l'IA? Est-ce qu'il n'y a pas aussi ce danger de l'IA remplace les portes d'entrée? On peut dire ça. On peut dire qu'en effet, aujourd'hui, les tâches un peu administratives, les tâches de support, etc., c'est des tâches qui, dans les faits, sont plus occupées par un public féminin. Et donc, si ces tâches disparaissent, on va avoir moins de public féminin. Est-ce que c'est ça qu'on voulait, en fait? Est-ce qu'on voulait un public féminin qui se contente des tâches administratives alors que les autres font la technique? Au final, ça forcera peut-être à aller aussi sur les tâches à valeur ajoutée. Pas que l'administratif soit pas à valeur ajoutée, mais en tout cas considéré comme tel. Et du coup, c'est un peu comme les juniors. Aujourd'hui, on demande... En effet, les tâches des juniors sont occupées par l'IA, et donc on va demander aux juniors de faire d'autres choses. Un public qui soit féminin ou masculin, qui maîtrise ces outils dès le départ, quand il débarque dans une équipe, il peut se faire une place assez vite. Et en tout cas, l'observation, de mon côté, je vois que y a le côté genré est vraiment... j'en parlerai après, mais il y a aussi des phénomènes qui, pour le coup, sont genrés, je pense, par l'histoire de l'éducation, etc., qui, pour le coup, peuvent donner aussi un avantage à un public féminin. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque à présenter l'IA uniquement comme une menace, alors qu'elle peut vraiment représenter des opportunités, comme l'a dit Yann? Ah, mais moi, j'ai pas du tout l'impression que l'IA est une menace. Le sujet, c'est pas l'IA en tant que telle. Encore une fois, le sujet, c'est de s'emparer de l'outil. Et du coup, la menace, c'est pas l'IA, c'est de ne pas s'en emparer pour les femmes. Et c'est là où je te rejoins, hein, parce qu'en fait, bien sûr que l'IA est aussi vecteur d'opportunités dans des domaines, la santé, dans tous les domaines en fait. L'automatisation de certaines tâches, c'est très bien, ça donne du temps pour d'autres choses. C'est pas la question. La question, c'est que les personnes qui vont être remplacées par l'IA, ce sont majoritairement des femmes, et que dans le même temps, ces femmes ne s'emparent pas de l'outil. Donc en fait, c'est une double peine. Mais bien sûr que si, dans un monde parfait, c'est super, puisqu'on aurait le temps, comme tu le dis Yann, d'avoir plus de temps pour aller vers des métiers à valeur ajoutée. Le problème, c'est que de base, les femmes ne vont pas vers ces métiers beaucoup plus techniques, et qu'elles ne s'emparent pas de cet outil qui est l'IA. Et le plus gros sujet, c'est là, l'IA en tant que telle, c'est pas forcément une menace, c'est l'utilisation qu'on en fait.
On passe à cette deuxième question. Charline, je pense que tu avais plein de choses à dire Ouais. là-dessus. L'IA est-elle par nature misogyne? Vous étiez tous les deux pas d'accord. Charline, est-ce que tu peux commencer et nous partager ce que tu penses? Bien sûr, en fait, l'IA n'est pas par nature misogyne. Ce qui est misogyne, c'est la data qu'on met dans l'IA. C'est pas l'outil en tant que tel, c'est ce qu'on en fait. C'est encore une fois, c'est ce qu'on en fait. La question des outils numériques, c'est voilà, là, dans la data, prenons le cas d'Amazon. Tout le monde le connaît. Ils veulent automatiser des tâches RH pour sélectionner des CV. Ils prennent la data de tous les recrutements de toutes les années précédentes, des dizaines d'années précédentes, et en fait, ils se rendent compte que il n'y a pas de femmes ils arrêtent l'outil, ils ne l'utilisent plus parce que les CV de femmes ne sortent pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, pendant des années, ils ont recruté des hommes. Bon, voilà, c'est qu'une question de data, c'est qu'une question de reproduction des biais sociaux qu'on ancre et qui peuvent être, comme je le disais tout à l'heure, industrialisés en fait et qui sont complètement ancrés ensuite dans un outil qui devient du coup misogyne. Mais là, on se rejoint complètement. En fait. Là, je suis d'accord avec toi. Et aujourd'hui, déjà, par nature, ça ne va pas avec l'IA parce que l'IA n'a pas de nature. Bien déjà, sûr. donc, du coup, il y a un problème. Et en effet, c'est les données avec lesquelles elle est entraînée. Je crois qu'il y a 5 fois ou 6 fois plus de mentions féminines vectorisées autour de tout ce qui est tâches ménagères, Bien etc. Donc, forcément, quand on parle de ça, automatiquement, les vecteurs de proximité, ça va être féminin. Quand on parle par contre d'ingénierie, les vecteurs de proximité, ça va être masculin. Alors l'IA, c'est que ça, hein, c'est des proximités sémantiques. Et donc du coup, automatiquement, enfin mathématiques même d'ailleurs, et automatiquement, ce qui sort, c'est le prochain token. Ça va être un token féminin. Si on parle de ménage, ça va être un token masculin. Si on parle de développement, etc. Donc de ce côté-là, on est complètement d'accord. Après, il y a moyen potentiellement, justement, d'infléchir le système et de l'entraîner un peu différemment et de l'utiliser différemment pour que on arrive à avoir un système qui va dérouler des choses de manière moins industrialisée, justement, ces biais-là. Et d'ailleurs, biais qui se retrouvent aussi pour la couleur de peau, l'âge, etc. Tous les biais humains se Tous retrouvent les algorithmes, dedans. en fait, oui, bien sûr. Donc ça, on est complètement en Non, mais je phase suis alignée. là-dessus. La question, elle est plus qui est responsable quand un système sans intention produit des effets discriminatoires? Est-ce qu'il y a plusieurs échelles? Est-ce qu'il y a plusieurs responsables? Est-ce que vous seriez capable de nous donner quelques déséquilibres qui existent justement déjà que l'IA amplifie? En fait, c'est ça la question. C'est exactement la question qui va se poser au niveau du droit. C'est pour ça qu'il y a l'AI Act européen. C'est qui est responsable de. Par exemple, aux États-Unis, il y a eu une action en justice pour un outil algorithmique qui s'appelait Workday. Il y a une discrimination, c'était sur l'âge notamment. La discrimination, c'est que les CV de personnes de plus de 50 ou 55 ans, je ne sais plus exactement, ne sortent pas. Qui est responsable? C'est l'employeur qui utilise Workday? C'est Workday? C'est la personne qui a mis la data dedans? En fait, la question, elle est là. Et c'est justement les révolutions IA, la révolution de tous du droit aussi et de la responsabilité de tous ces outils. C'est qui est responsable? Je ne sais pas, en fait. Là, justement, c'est des questions sociétales sur lesquelles il faut se pencher. De toute façon... ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut qu'il y ait une inflexion et que ce soit beaucoup plus divers. Et je pense qu'une des solutions, c'est que ceux qui font l'outil soient des équipes diversifiées. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des femmes dedans, qu'il y ait les mixités, mais pas que de genre. Comme tu le disais, Yann, une mixité totale. Une donnée d'entraînement, c'est une donnée d'entraînement. Qu'elle soit manipulée par des hommes ou par des femmes, ça reste la même donnée. Donc après, est-ce que les hommes sont capables d'infléchir les données ou pas? Ça, j'en sais rien. Non, mais... Bon, ça n'empêche pas que de toute façon, il faut qu'il y ait plus de femmes aussi dans les équipes d'entraînement. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que tu dis, c'est qu'en fait, le truc de fond, c'est l'auditabilité du système. C'est le fait de dire un système, il faut qu'il soit auditable. Tu le dis beaucoup mieux que moi, mais c'est exactement ça. Il faut qu'on puisse dire, OK, pourquoi il a pris cette décision? Pourquoi elle a pris cette décision? Parce que d'ailleurs, c'est marrant parce qu'on féminise l'IA d'ailleurs. C'est une intelligence. Et donc, du coup, pourquoi elle a pris cette décision? Et qu'est-ce qui fait qu'on va apporter on va lui porter confiance ou pas autour de ça? Nous, on a un chercheur qui travaille avec nous en ce moment de Polytech, de l'université de Montpellier,
qui travaille avec nous sur un système d'accompagnement des apprenants en alternance. Et son sujet de thèse, c'est la confiance entre agents, humains et IA, donc entre 2 agents IA, etc. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on remarque qu'on peut mesurer mathématiquement cette confiance. Mais le problème, c'est que l'IA, quand elle répond à une réponse biaisée, elle a hyper confiance en vrai. Bien sûr. Parce qu'en fait, la donnée, elle est très très proche de sa donnée. Et donc, du coup, elle n'est pas en train d'halluciner, au contraire, en fait. Elle donne quelque chose qui est très précis. Et du coup, si là, on accorde à ça un critère de confiance très élevé, on ne va pas aller vérifier la réponse. Et donc, du coup, on va accorder une crédibilité très forte au biais. Et là, on se plante complètement parce qu'en fait, elle a complètement biaisé son système. Et du coup, si on audite sur les mauvais critères, en plus, on se retrouve avec un vrai problème. Donc, non seulement il faut que ce soit auditable, mais il faut que les critères sur lesquels on va auditer soient définis par des organes, on va dire, de réglementation ou de régulation, qui, elles, pour le coup, sont en effet mixtes, paritaires, que là, en effet, on est un bon équilibre autour de ça. Là, tu parles de la confiance qu'on donne à un outil, et donc, du coup, l'esprit critique qu'on a par rapport à cet outil. Mais, par exemple, dans plein d'algorithmes, on a un rapport, nous, humains, très, très compliqué avec, puisque on prend un GPS. Si je sais pas où je suis à Montpellier, je connais pas bien. Le GPS me dit d'aller à gauche. J'ai pas vérifié si c'était un cul-de-sac. Il peut complètement halluciner. Je vais de toute façon lui faire confiance. Et donc du coup, c'est un exemple, mais c'est un exemple assez parlant, je pense. Sur à plein d'endroits, on a peur. Les gens ont un peu peur de l'IA en disant faut pas lui faire confiance. Mais d'un autre côté, il y a plein de moments où on donne notre confiance sans s'en rendre compte à tous ces algorithmes. Donc, il y a aussi une question, en effet, de savoir... c'est très intéressant que tu aies un chercheur, un doctorant qui travaille là-dessus, parce que je trouve que c'est une question assez importante aussi. Le sujet est hyper intéressant. Moi, au début, quand il m'avait présenté son sujet de thèse, je me suis dit, oh là, ça va être compliqué. Ouais. Et en fait, non, c'est passionnant de le voir évoluer là-dessus. Parce qu'il y a un truc presque philosophique derrière ça. Et c'est le biais de l'automatisation. Plus une automatisation a l'air confiante, et tu parles du GPS, c'est un bon exemple. Ah oui. Il a la confiance, plus tu lui fais une confiance aveugle, le GPS, jusqu'à ce que tu utilises Waze et qu'il te fasse passer dans un tout petit chemin dégueulasse avec des nids de poules. C'est pas possible. Et là, tout d'un coup, tu réfléchis à 2 fois. Oui, mais du coup, c'est une vraie question. On disait ChatGPT, c'est déjà has-been. En fait, à quel outil on fait confiance? Comment on fait confiance? Et pareil, comment on rend un outil juste et comment on crée cette confiance et l'esprit critique en même temps. C'est des questions extrêmement difficiles. Une femme a-t-elle plus de chances de réussir sa carrière si elle est évaluée par une IA plutôt qu'un humain? Là, vous étiez tous les deux pas d'accord, mais pareil, je pense que vous avez chacun quand même votre point de vue assez nuancé sur la question. Le fait est que, clairement, je suis pas d'accord parce que aujourd'hui, un humain a autant de biais qu'une IA peut avoir autant de biais qu'un humain. Et donc, du coup, les algorithmes font que on va faire ça. Par contre, là où c'est nuancé, c'est qu'aujourd'hui, on peut juger un humain parce qu'il a eu une réaction biaisée. Par contre, est-ce qu'on juge une IA parce qu'elle a eu une réaction biaisée? Ça, je ne sais pas, en fait. Et donc, si on fait confiance aveugle au système, en effet, on en parlait tout à l'heure, qui juge en disant c'est un système automatisé, on l'a bien calibré pour qu'il n'utilise pas les biais de genre, etc. et tout. Du coup, l'effet peut même être pervers, et ça peut être pire, parce que s'il y a un biais qu'on n'a pas vu arriver, en fait, on va lui faire confiance, le truc va dérouler, et en fait, on va se retrouver avec non, c'est pas un biais de genre, elle est bien calibrée, il n'y a pas de problème pour ça. Donc, je pense que le vrai sujet, c'est de se dire, il nous faut un tiers dans cette histoire, quelqu'un qui a un regard complètement extérieur à tout ça et qui soit capable d'auditer justement les décisions régulièrement pour vérifier qu'en fait, il n'y a pas eu à un moment donné une inflexion qui a été faite sur du genre, sur de l'âge, sur autre chose. Et donc en fait, finalement, la question, j'ai envie de la retourner en fait. Une femme n'a pas plus de chances d'être sélectionnée par un outil qui utilise l'IA qu'un humain. Si l'humain a bien été accompagné, ou si l'IA a bien été accompagnée, elle aura autant de chances d'être sélectionnée dans les deux. Si l'humain a été mal accompagné ou que l'IA a été mal paramétrée, elle aura autant de chances de ne pas être sélectionnée dans les deux. C'est plutôt comme ça que je vois les choses. En fait, dans un monde pur et parfait, presque, on pourrait penser qu'une IA
elle a moins de chances de biaiser puisqu'on a des biais cognitifs en tant qu'individu. En fait, le problème, c'est encore une fois cette histoire de data, encore une fois cette histoire d'entraînement. Et vu que c'est l'humain qui donne les critères à une IA, le problème, c'est qu'on a tous des biais. Il n'y a pas de monde pur et parfait sans biais. Et que, encore une fois, et c'est le sujet dont on parlait tout à l'heure, c'est que quand on met de la data et quand on entraîne une IA avec des biais, on industrialise le biais. Et donc, il y a, je pense, je suis assez d'accord avec toi dans le monde pur et parfait, mais je trouve qu'aujourd'hui, la question, en effet, c'est est-ce que le recruteur est bien accompagné? Est-ce que le recruteur se départit de stéréotypes, de biais? Qu'est-ce qu'il veut recruter, comment, dans quelle entreprise il est, etc., etc. Et de l'autre côté, l'IA, c'est par quelle data elle est entraînée. Alors, il y a une chose, par contre, que tu viens de me faire réfléchir, c'est que, par contre, techniquement parlant, autant c'est possible de dégenrer une candidature auprès d'une IA, complètement, et même dans un entretien, en fait, on peut couper à l'IA la capacité de voir que c'est une personne qui a un ton de voix féminin, etc., autant c'est impossible avec un humain. Ou alors il faudrait vraiment déployer des compétences techniques hallucinantes. Et du coup, presque j'ai envie de dire, finalement, selon l'IA qu'on utilise et comment techniquement on fait les choses, presque ça serait j'inverserais le truc et tu vois, du coup je serais presque d'accord avec le fait qu'elle aurait plus de chance. Mais non, parce qu'en fait, si tu vas encore plus loin, la personne qui a fait son CV, si c'est une femme ou si c'est un homme, ce sera pas la même chose dans le CV, ce sera pas présenté pareil, ce sera pas les mêmes termes. Tu vois, dans le truc d'Amazon, en fait, ce qui était discriminant, c'était quand il y avait marqué les clubs Women Chess Club, Women Sales Club. Dès qu'il y avait un truc de club women, c'était. Et en fait, tu le vois, il le voit, puisque de toute façon, tu vas avoir malheureusement aussi des CV genrés. Même si tu vois pas la tête, même comment c'est dit, le parcours, etc. Donc en fait. La réalité du terrain, c'est qu'au final, il y a aussi moins de candidatures féminines sur certains postes que masculines aussi. Et LinkedIn avait fait une étude, les hommes postulent quand ils ont 20% des compétences, les femmes 80%. Donc du coup, forcément... Bah oui. Et elles hésitent. Bah bien sûr. Et donc c'est pour ça que, comme je disais au début, j'ai dit pas d'accord, mais en fait c'est dans un monde pur et parfait. Et en fait, dans la société dans laquelle on vit, non. Et... Voilà, encore une fois, il faut aussi accompagner les recruteurs humains à bien sélectionner les CV et à se déconstruire. Mais après, c'est des grands mots qui parfois sont un peu galvaudés. Mais voilà. Mais vous parlez tous les deux dans le monde parfait, c'est-à-dire dans le monde où voilà, les recruteurs sont vraiment formés à recruter sans biais. Mais si on regarde la réalité terrain, est-ce que aujourd'hui, factuellement, si on devait faire confiance plus à l'IA ou à l'humain, un humain aujourd'hui qui n'a pas reçu cette formation, comme vous le décrivez, qui est dans un monde parfait, et une IA d'aujourd'hui à qui on peut donner les critères, en fait, est-ce que c'est l'IA ou est-ce que c'est l'humain ? Je veux juste ajouter une toute petite nuance à ce que tu dis, parce que derrière tout ce que tu dis, il y a une intention. Voilà, l'IA n'a pas d'intention. C'est exactement ce que j'allais dire. Et donc, du coup, si en effet... l'entreprise qui a paramétré ses systèmes a l'intention d'avoir une approche qui n'est pas biaisée, normalement, elle devrait aussi accompagner et recruter ses recruteurs avec cette intention en tête. Donc, normalement, le problème ne devrait pas se poser. Par contre, la possibilité qui inverse le système et qui inverse exactement ce qui est dit là, c'est que une entreprise qui n'a pas l'intention de dégenrer son recrutement, elle peut se cacher derrière l'IA en disant « Ah ben non, le truc c'est nickel, on l'a paramétré pour être complètement dégenré, etc. » Et là, pour le coup, elle pourrait se cacher derrière ça. Voilà, je suis assez alignée avec toi. En fait, le sujet, c'est la culture d'entreprise. Et en effet, une entreprise qui va se dire on a pour objectif de recruter tant de femmes, même si c'est sur des sujets de tech, par exemple, l'IA qu'ils vont utiliser va aller chercher des CV féminins et les recruteurs et les managers vont aller chercher des profils féminins. On le voit souvent sur le terrain.
on le sait, ça doit passer par du prompt, ou ça doit passer par l'outil qu'on utilise. Si l'humain qui est censé mettre l'intention ne sait pas mettre l'intention, on le voit tous les jours, il y a des personnes qui utilisent l'IA pour analyser des CV, qui ne savent pas du tout comment le faire, juste elles balancent les CV et on a une réponse. Est-ce que ça change votre discours ou pas ? Oui, l'IA telle qu'elle est aujourd'hui, c'est même pas possible. Enfin, l'IA, c'est pour ça qu'on parlait de monde pur et parfait. L'IA d'aujourd'hui, tu mets un CV dedans, bien sûr, c'est biaisé. Comme je disais un chiffre tout à l'heure, 44% des réponses dans l'intelligence artificielle qu'on utilise est biaisée au niveau du genre. Donc oui, bien entendu que l'utiliser comme ça, on prend Claude, on prend Chat, on prend n'importe quoi, on met dedans, c'est biaisé. Donc là, on parle vraiment avec Yann, là où on utiliserait des outils dans un contexte RH, avec pareil, un moment d'audit. C'est pour ça qu'on parle de monde pur et parfait. Mais l'IA telle qu'elle est là, non, bien sûr que non. Du coup, c'est pire, en fait. Bien sûr. Mais quelquefois, on fait aussi confiance à des humains, parce que même eux, ils n'avaient pas conscience que leur recrutement était biaisé, en fait. Bien sûr, mais c'est des questions de toujours pousser la limite. Mm. C'est-à-dire que même quelqu'un de super, encore une fois, ce mot, je ne l'aime pas, mais déconstruit, de super attentif, de super féministe, on est dans une société complètement genrée. Donc, en fait, on en a toujours des micro-biais sur lesquels on ne s'attendait même pas. Et parfois, on peut se rendre compte j'ai dit ça, mais en fait... Quid de l'IA Claude, qui est très vendue comme la plus éthique, la moins biaisée, la moins discriminante. Est-ce que cette IA-là, par défaut, si on ne sait pas l'utiliser, elle n'est pas moins biaisée qu'un humain ? Personnellement, ce qui m'embête dans cette histoire, si tu veux, c'est de confier cette logique à une entreprise du privé. En fait, tu sais, quand j'étais gamin, je lisais des livres dystopiques et de science-fiction, on était dans un monde où les grandes corporations contrôlaient le monde, tu vois, Robocop, ces trucs-là. Et en fait, là, si on commence à laisser dans les mains d'entreprises privées énormes comme Anthropic, qui encore une fois, j'adore Anthropic et vraiment, Claude, c'est mon compagnon tous les jours, mais si on leur laisse la Constitution, les grands choix constitutionnels et les règles morales, dans quel monde on va, quoi ? C'est horrible. Là, Je suis d'accord avec toi. Et il y a encore cette histoire de confiance. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a dit ça, c'est la plus éthique, ça veut dire que, voilà, en fait, on donne les clés du camion. ouais. C'est la plus éthique et du coup, on fait quoi ? On réinterroge ou on réinterroge pas ? Une fois qu'on a dit qu'elle était éthique et qu'elle était non biaisée, la moins biaisée, on n'a pas dit qu'elle l'était pas en plus, la moins biaisée, en fait, ok, c'est encore une fois cette histoire d'esprit qui est éthique et de confiance. Ça veut dire, je donne les clés, du coup, comme c'est Claude, c'est bon, non, en fait, moi, je suis alignée avec toi, Yann. Il faut qu'il y ait des tests externes par Bien des sûr. organes publics qui Bien sûr. décident à un moment donné. Après, c'est une question politique, c'est une question aussi de citoyenneté, c'est une question de gouvernance, c'est une question de souveraineté. Enfin voilà, c'est des sujets qu'on n'aborde pas là maintenant, mais si tu tires un fil, en fait, tu les tires tous. Ouais. Et je suis d'accord avec toi, tu peux pas laisser dans une... C'est sociétal, c'est du bien commun, et du coup, tu as raison. C'est de la démocratie. Bien sûr, Personne c'est de la n'a élu le démocratie. PDG Bien sûr. d'Anthropic. Bien quoi. sûr, Donc, et en plus, on dit, voilà, ok, alors c'est des tests, c'est la plus... Mais à quel degré, comment Encore une fois, il y a cette question d'audit. Je suis totalement d'accord avec toi. Faut-il imposer des quotas de femmes dans les équipes qui entraînent les IA ? Charlène, je t'invite à commencer. Alors moi, j'ai dit d'accord parce que je pense qu'il y a plusieurs choses dans ce d'accord. Encore une fois, il y a cette question de on connaît une équipe homogène rend des résultats homogènes. Une équipe diverse, déjà économiquement surperforme, etc. Mais on ne va pas refaire tout ce sujet. On l'a dit depuis le début, s'il n'y a pas d'autres points de vue, s'il n'y a pas de femmes mais encore une fois, je dis femmes, mais en fait, c'est la totalité de la diversité qui est importante. Qui entre dans l'outil et qui est dans une data plus égalitaire, on est toujours dans les biais. La question des quotas en entreprise ou dans l'IA, c'est une question de rôle modèle aussi. C'est-à-dire que plus il y a de femmes à un endroit, plus les jeunes filles peuvent se reconnaître dans ces femmes et plus ça donne envie d'y aller. Donc oui,
sur ce sujet. Après, plus que le mot quota, c'est le mot diversité, moi, qui me vient. Ouais, moi j'ai dit d'accord, mais j'aime pas les quotas en fait. Mais parce que personne n'a envie d'être un quota. Bien sûr. Moi, j'ai pas envie qu'on me recrute parce que j'ai plus de 50 ans et que je me dis, ah bah tiens, il y a un quota de seniors et du coup, on m'a recruté. Je me dis, alors, je vais pas faire du mansplaining, mais je me dis, une femme qui se retrouve recrutée dans une équipe et qui a conscience qu'elle a été recrutée parce que c'est une femme, est-ce que vraiment ça te donne confiance dans ton rôle, dans ton truc, etc. Pas forcément. Maintenant, la réalité aussi du terrain, c'est que s'il n'y a pas de quota, ça ne bouge pas. C'est comme les Afro-Américains dans les films américains. Les premiers ont été recrutés parce qu'il fallait un quota de noirs dans les films. Et puis très vite, c'est devenu une habitude, on s'est habitué. Et maintenant, je ne pense pas qu'aujourd'hui, ce soit vraiment le truc qui drive le recrutement. Il y a des stars. Et en effet, ça a créé des rôles modèles qui ont amené d'autres en disant c'est possible, etc. D'ailleurs, ça a débiaisé aussi pas mal de choses dedans. Donc si ça fonctionne, allez, pourquoi pas, mais il faut bien le traiter, quoi. Nous, tu sais ce qu'on dit, et ce que j'entends très souvent, c'est que, et je suis totalement d'accord avec ça, on sera à la vraie égalité quand il y aura une femme qui n'aura pas les compétences et qui sera un poste. Ouais. Et en fait, en réalité, tu vois, dans les CV, on dit que même si l'homme, un homme n'a pas toutes les compétences, il va quand même y aller. Et une femme, il faut qu'elle ait 120% des compétences pour se lancer. En réalité, c'est ça qui se passe. Il y a pas. Alors après, qu'on puisse dire c'est parce que c'était une femme, mais en fait non, ça vaut pas, parce qu'en fait elles sont compétentes, c'est juste qu'elles n'osent pas. Et du coup, je pense qu'il y aura la véritable égalité quand il y aura une femme qui n'aura pas le niveau et qui sera un poste de direction. Le mot combien est un peu bizarre, hein, mais à partir de combien de diversité une équipe devient réellement capable de détecter justement les angles morts? Est-ce que c'est une question de nombre, de culture, de gouvernance ou autre chose? Il faut que ça ressemble à la société. Il n'y a pas de combien. Il faut que ce soit représentatif d'une société. Oui, puis ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, si dans la salle, il y a 5 hommes, 5 femmes, mais que les 5 hommes, c'est 5 grandes gueules, et que les 5 femmes, elles vont pas dire un truc tant qu'elles sont pas sûres que ce qu'elles vont dire, c'est la vérité absolue, tu peux avoir une parité absolue et absolument aucun impact positif sur ça. Donc, le nombre est peut-être pas un critère. C'est peut-être le premier parce qu'il le faut, mais c'est peut-être pas un critère. Et tout à l'heure, parce que c'était intéressant ce que tu disais sur la compétence. J'avais jamais vu les choses comme ça, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si tu dis, à partir du moment où on verra qu'une femme a réussi à grimper sur son poste, mais est-ce que c'est ça qu'on veut en fait? Bah oui, comme ça on sera à égalité. Ouais. Ce qu'on peut dire sur les chiffres, peut-être, c'est que la vraie question, c'est plutôt à partir de quel chiffre la culture commence à s'infléchir, en fait. Ça, c'est des études sociologiques. À partir de quel moment on a tendance à infléchir la culture et que petit à petit, à l'intérieur d'une boîte, parce que de toute façon, ça ne va pas switcher comme ça en claquant des doigts, en se disant, ça y est, c'est bon, ça y est, 50-50, tout va bien. Mais combien il faut pour que la culture s'infléchisse petit à petit dans l'entreprise? C'est ces histoires de représentation avec la loi Rixin, c'est hyper intéressant. C'est-à-dire que représentativement, il y a des femmes au plus haut niveau de décision. Donc, c'est possible. Et donc, là, c'est la question, ça rejoint la question du quota. Mais c'est de la représentativité. Et en fait, encore une fois, je pense que tous les sujets sont à prendre en même temps. Il faut plus de représentativité pour qu'il y ait plus de rôle modèle. Dans le même temps, il faut que, au niveau de la jeunesse, parce que ça commence très, très jeune, ça commence... dans la famille, au CP, on voit déjà sur les mathématiques les petits garçons en 4 mois. Et puis les dernières réformes ont aggravé le truc. Oui, en plus. Donc en fait, il y a la question de l'éducation nationale. En fait, tout doit être fait en même temps. Et là, c'est même plus des questions juste de performance. Avec l'IA, pour moi, c'est des questions vraiment sociétales. Parce que, justement, tout le monde utilise l'IA de plus en plus. Il y a des postes, il y a plein de jobs qui vont disparaître. De l'autre côté, tout le monde demande des trucs à l'IA. Et si elle n'est pas juste, ça reprend toutes les questions du débat. Mais je pense que ça se joue à chaque étage. Et
dans les représentations pour qu'il y ait plus de femmes dans les métiers du numérique, notamment, c'est des goulots d'étranglement sur des goulots d'étranglement, en fait. Petit, quand on est au collège, après au lycée, après les études et après quand on y est. Et donc, du coup, et après, c'est un flux qui se réduit de plus en plus. Donc, je pense que la représentativité et les chiffres, en fait, il faut quand même qu'il y en ait enfin, voilà, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est en haut et en bas, quoi, pour qu'ensuite il y ait un flux normal, quoi, et qu'on arrive à quelque chose de représentatif. Ok, super. Eh ben, merci beaucoup pour votre débat. Euh, je vous propose que, avant de passer sur la dernière partie de ce podcast qui va être plus concrète, je vous donne une carte blanche, c'est-à-dire vous avez top chrono 1 minute chacun. Alors, vous n'êtes pas trop interrompus, donc en soi, ça va être un peu une continuité, mais 1 minute chacun, sans interruption. Le sujet qui me paraît intéressant à mettre sur la table, c'est un sujet dont on parle assez peu, même si on commence à voir des articles là-dessus, c'est la métacognition. La métacognition, c'est quoi ? C'est la capacité qu'on développe de comprendre ses propres raisonnements et d'analyser ses propres prises de décision. Pour les siennes, mais ça peut aussi marcher pour celles d'un outil à quel on a confié la décision. Et la métacognition, la bonne nouvelle, c'est qu'autant l'intuition, c'est difficile à apprendre, autant la métacognition, c'est un réflexe et c'est un muscle qu'on peut faire grandir avec le temps, et l'éducation peut vraiment faire ça. Et pour moi, au-delà de l'esprit critique, on parle beaucoup d'esprit critique, etc. Finalement, l'esprit critique, c'est quoi ? C'est la capacité à prendre du recul et à juger quelque chose. Pour moi, en fait, la métacognition, c'est encore plus profond. C'est la capacité à comprendre quel a été le mécanisme qui a amené soit une décision d'un outil, soit sa propre réflexion, comprendre comment j'ai structuré ma demande et du coup comment je dois la structurer pour obtenir ce que je dois obtenir. Et pour moi, le truc fondamental de l'IA générative aujourd'hui, c'est la capacité de chaque humain de développer ça. Je pense que c'est pas pour rien qu'aujourd'hui on dit que les profils atypiques, les profils neurodivergents sont les meilleurs dans l'utilisation de l'IA générative, en fait, parce que justement, ils ont développé beaucoup, très souvent, cette aptitude-là, parce qu'en fait, il a fallu qu'ils s'expliquent toute leur jeunesse pourquoi ils ne pensaient pas comme les autres. Et c'est vraiment un phénomène assez important. Je crois que l'éducation devrait s'en emparer, parce qu'elle fait tout le contraire aujourd'hui, et ça, c'est un problème. Je pense que c'est une question démocratique qui est plus de femmes dans le numérique, qui est de moins en moins de biais de genre dans l'IA. Et en fait, ça se construit à chaque étape de la vie. Ça se construit très jeune, dès le CP, en 4 mois, les petits garçons sont forts en maths, les petites filles sont fortes en littérature, et alors qu'à la base, ils arrivent au même niveau. Ensuite, dans les choix d'options au lycée, dans les choix d'études, qu'on donne envie aux jeunes filles de s'inscrire dans les métiers du numérique, qu'il y ait des stéréotypes qui s'en aillent, quoi, qu'on explique ce que c'est le numérique aussi aux professeurs, aussi aux conseillers d'orientation. Donc, je pense que l'éducation nationale a un rôle fondamental à jouer dans ces représentations et dans la façon de concevoir ce que c'est la tech, de concevoir ce que c'est le numérique, de ne pas sentir que c'est un outil menaçant, mais au contraire de l'adopter, puisque de toute façon, il va être utilisé. Donc, autant qu'il soit utilisé, qu'il soit bien utilisé et qu'il soit encadré, encore une fois. Les rôles modèles, encore une fois, c'est un gros mot, on l'utilise un peu dans tous les sens, mais il n'y a pas d'autre mot pour décrire ça. Donc, en fait, ils sont hyper importants que les femmes soient inspirées par d'autres femmes. Et il y a une dernière chose, et on en a parlé aussi sur les assises régionales de la mêlée à Montpellier, c'est le rôle aussi des hommes, alliés, qui doivent aussi, dans les entreprises, accompagner cette féminisation des métiers. Et puis, voilà, l'intérêt de Femmes à numérique, et c'est pour ça que je suis très heureuse de travailler pour cette fondation, c'est qu'on parle aux entreprises, aux associations, aux écoles, aux institutions, au pouvoir public et aux prescripteurs, donc aux parents, aux conseillers d'orientation, aux professeurs, et aussi aux femmes et aux filles. Et quand je dis que c'est un effort qui doit être commun, que ça doit aller, tout doit aller dans le même sens, parce que si on fait qu'un petit bout, ça marche pas. La vraie question, c'est quelle société on veut et dans quel sens on veut qu'elle aille. Pour finir, on aime bien donner un peu de clés, un peu de pratiques, de concret aux auditeurs
qui nous écoutent. Donc, j'allais vous poser une dernière question. Dans une TPE, PME qui commence à utiliser ces outils au quotidien, du style Mistral, ChatGPT, Claude, Copilot, quels réflexes simples est-ce qu'ils peuvent mettre en place pour éviter justement de reproduire des biais de genre sans s'en rendre compte? Pour moi, il y a 2 tests très faciles, en fait, et à mettre en œuvre, et ça coûte rien. Le premier test, c'est un test qui n'a rien à voir avec l'IA, mais qui est beaucoup plus facile à créer avec l'IA, c'est le test de l'inversion. C'est-à-dire que quand tu crées un contenu ou une fiche de poste ou un contenu, etc., tu changes complètement une histoire, tu changes le genre, tu inverses le genre, et si ça te paraît bizarre, du coup, le texte avec un genre inversé, c'est qu'il y a un problème dans le texte, c'est qu'il est genré. Et donc, du coup, ça veut dire que là, il y a un truc qui ne va pas, et donc tu peux le traduire comme ça. Ça prend 2 minutes à faire avec n'importe quel LLM. Hein. Le deuxième truc, c'est que les IA, elles ont à la fois le problème et la solution. Les IA génèrent autant de biais que leur corpus leur a appris à faire, mais aussi elles sont extrêmement bonnes pour les détecter. Et donc, faire auditer ces contenus, ces fiches de poste, son analyse par le même LLM ou un autre, en lui disant, voilà mon truc, détecte-moi les potentiels biais de genre qu'il y a dedans, ou voilà les décisions qu'on a prises, dis-moi à quel moment je devrais faire attention, etc. En fait, très facilement, ça nous donne des éléments pour le faire. Donc ça coûte rien, c'est compris dans l'abonnement des modèles. Pour moi, c'est vraiment les 2 réflexes très simples à mettre en œuvre demain dans n'importe quel TPE. Moi, ce que je fais quand je recrute, je fais la fiche de poste et je demande à l'IA qui va postuler. Là, c'est pas mal. Et qui va postuler, si c'est... Voilà, tout comme ça, tu as une idée. Tu as une idée aussi du genre. Et quelle décision est-ce que vous délégueriez ou non à l'IA aussi pour une TPE-PME? Qu'est-ce que vous leur recommanderiez sur la notion de décision? Il n'y a pas de décision. La décision, elle est à nous. En fait, l'IA, c'est un outil. C'est pas une personne. C'est pas un outil. Enfin, c'est un outil pour pouvoir avoir une décision pour gagner du temps. Enfin, moi, je vois ça comme ça. Pour moi. Mais c'est pas elle qui va décider. Elle décide pas. Pour moi, ça dépend où est-ce que tu mets le critère dans le mot décision. Okay. Si décider, c'est par exemple envoyer un mail à telle personne avec un refus pour un truc, etc. Pas forcément pour un poste. Hein. Attention, tout ça en respectant l'AI Act et en mettant bien les critères de dire là, ça va, il n'y a pas d'enjeu majeur, donc je peux le faire automatiquement. Là, il faut. Pour le coup, cette réglementation a été extrêmement bien faite quand on l'analyse. Et donc, du coup, je suis sur le premier palier, pas de problème, je peux laisser l'IA décider, je la laisse décider. Si la décision, c'est ça, pour moi, on peut laisser décider certaines tâches dans une PME, une TPE. Ça peut être sur des trucs administratifs de base, d'envoi de factures ou de réception de factures, de traitement de l'eau, etc. Si par contre, on met une nuance dans décision, qui est la nuance du discernement, là, par contre, pour moi, c'est la ligne rouge à ne pas franchir. L'IA sera toujours meilleure que l'humain sur la performance. Ça, on ne peut pas se battre sur la performance, c'est pas possible. Par contre, sur le discernement, là, on peut se battre. Là, c'est ce qui nous reste. Moi, j'aurais tendance à dire, voilà, c'est tout ce qui ne demande pas de discernement, à la limite, la PME, TPE, elle pourrait décider que, ok, je le laisse. C'est automatisable, en fait. Ouais. Donc, des décisions, demain, pour parler vraiment concrètement, ça peut être l'envoi d'un rapport automatique sur des chiffres de vente, une part de ta prospection, des choses qui, en fait, dont si jamais ça plante, toujours la question qu'il faut se poser, c'est ça. C'est si jamais le truc fait une erreur, quelles sont les conséquences? Et partir du principe qu'à un moment donné, il y aura une erreur. Ça, pour moi, tu vois, sur le truc de sémantique, c'est hyper intéressant. Pour moi, ça, c'est pas une décision, c'est un truc automatique que tu aurais fait. C'est quelque chose d'automatique. Tout ce qui est décision et ce que tu appelles discernement, c'est impossible de laisser ça à l'IA pour moi. Actuellement, après. Il n'y avait pas un pays qui avait un ministre IA là, récemment? Si, c'est ça. La Lituanie, non? C'était pas... Oui, c'est un pays. Si, c'est ça. Je sais pas si c'est Lituanie, mais oui. Il y avait... En plus, c'était une femme avec des cheveux comme ça. Comme par hasard. Ouais, comme par hasard. Écoutez, merci beaucoup. Merci Charlène, merci Yann pour votre participation. Vous avez apporté beaucoup de valeur. Pour conclure, on retient vraiment une chose importante.
le travail, il n'est pas que à l'échelle de l'IA, ça va être un travail sociétal, un travail à tous les niveaux, toutes les échelles, que ce soit politique, en entreprise, dans l'éducation. On retient aussi que ces IA, ça reste des outils et que c'est à nous de leur donner nos intentions, c'est à nous de les auditer, d'auditer ceux qui entraînent la data qui va être utilisée pour minimiser, voire si possible, dans le monde parfait, anéantir tous ces biais au quotidien. Gardons en tête que ces outils peuvent amplifier des déséquilibres et des inégalités qui existent déjà et que donc c'est un travail que nous devons tous mener, les hommes autant que les femmes, pour s'assurer que cette innovation qui fera partie du monde de demain soit non biaisée, éthique et responsable. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce premier épisode. On vous invite vraiment à vous abonner pour soutenir cette chaîne et pour aller voir les prochains épisodes qui sortiront, où on mettra toujours l'IA en face d'un sujet très important. N'hésitez pas à commenter, liker, à partager à vos proches. On se retrouve au prochain épisode pour un nouveau sujet épineux. À très bientôt et merci d'avoir suivi.